Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 5 avril 2021, alors que les Rangers du Texas s'exécutent présentement devant 40 000 supporters peut-être. Nous, François Legault vient d'annoncer demain une conférence de presse dont tout le monde craint la teneur. Ça se passera à 17h demain soir. Donc, c'est pas pareil partout, ça va pas pareil à travers tout le globe. Il y a peut-être un juste milieu qu'on pourrait trouver. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que ce soir, on est en rendez-vous ensemble pour les 30 prochaines minutes et on va jaser soccer et pas à peu près dans le podcast de ce soir. On regarde à l'instant le line-up de ce soir. Je rappelle que c'est un podcast qui est exclusif aux membres BBN Media. Donc, je partage avec vous d'entrée de jeu les sujets qui seront mis de l'avant dans le podcast de ce soir. Et après ça, je vais quitter pour demeurer avec les membres premium. Donc, dans le line-up, Clément Diop à DC United. Est-ce que ça serait quelque chose de possible? Parce que je veux qu'on regarde ensemble ce soir sans farce. On sait que Sébastien Breza, ça devrait être annoncé sous peu, devrait se joindre au CF Montréal, bien sûr en provenance de Bologne. Pantémis, on se le cachera pas, a connu un bon tournoi avec la sélection canadienne U23. On va être rendu avec 4 gardiens de but. Je comprends qu'on va prêter Jonathan Sirois. Par contre, même si Jonathan Sirois, avec Sean Rea, prend la direction de Valour FC, est-ce que le move est justifié? On prend un gardien qu'on emprunte à Bologne pour pouvoir prêter un de nos gardiens de but. Je comprends pas le move. Si le move est de donner du temps de jeu à Sébastien Breza, il va s'amener ici à Montréal comme étant le 3e gardien derrière Diop, derrière Pantémis, qui auront une chaude lutte à avoir tout au long de la saison. Et dans cette situation-là, Sébastien Breza ne verrait pas énormément de temps de jeu. Je comprends qu'à Bologne, il va y avoir la pause. Il n'y aura pas de match, mais encore là, je suis pas sûr qu'il va avoir plus de temps de jeu. Ici, qu'il envoyait à Bologne. Jonathan David blessé, triste que cette nouvelle, sa saison pourrait être compromise à Jonathan David. Un ligament, donc, à la cheville droite, si je me trompe pas. Donc, c'est triste, mais plusieurs semaines d'absence pour Jonathan David. On vous donne les détails dans quelques instants. 7 changements en MLS cette saison. On maintient, du côté de la MLS, on maintient les 5 changements comme ce fut le cas la saison dernière. C'est pas une mauvaise chose. Donc, même principe, 5 changements devant provenir de 3 phases d'appel différentes. On va en rajouter 2 cette année pour le retrait en cas de protocole de commotion. Donc, si on doute qu'un joueur ait pu subir une commotion, on va avoir le droit de faire 2 changements. C'est une décision responsable de la part de la MLS. Je crois que c'est une décision qui doit être soutenue et saluée. Par contre, il faudra faire attention et tracer une ligne droite et bien précise pour pas qu'il n'y ait de passe-droit et d'utilisation inappropriée de cette mesure-là qui doit être faite et doit être mise de l'avant. Donc, je salue cette décision-là, mais il faut qu'elle soit bien prise. Montréal-Toronto, 17 avril, ça s'en vient. On va en parler avec Arius mercredi. On va en parler dans le MLS Franco de dimanche prochain. Donc, on va s'en jaser un petit peu, mais tout juste avant, on va partir ce show-là avec l'impact de Montréal. J'ai marqué IMFC, ça se peut-tu? Le CF Montréal, à la toute fin du classement dans l'Est, c'est si on se fie aux différents observateurs de la MLS qui ressort. Donc, sur 11 observateurs de la MLS, il y en a peut-être 9 qui les placent 14e. Il y en a
2-3 qui est place 13e. Donc, on regarde tout ça à l'instant, comment tout ça pourrait se décider. Mais je suis bien déçu de voir qu'on place le CF Montréal aussi loin dans le classement. Est-ce que c'est moi qui est mêlé? Est-ce que c'est moi qui ai des lunettes roses? Mais je suis confiant qu'on va avoir une belle saison avec le CF Montréal en 2021. Donc, je les placerai pas et je les placerai jamais parmi les formations de tête du circuit. Par contre, je crois logique qu'on parle de une place à quelque part entre la 5e et la 9e position. Donc, faire les séries, peut-être un petit peu en haut, peut-être un petit peu en bas. Donc, les manquer de peu ou les faire sur les fesses. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas le CF Montréal terminer 13e ou 14e dans le circuit Garber. Je regarde les prédictions de Charles Baum, Tom Bogert, Susanna Coolin, Charles Davies, Matthew Doyle, Sam Jones, Michael Lahoud, Joe Lowley, Gillian Sakovitz, Greg Seltzer et Steve Zakuani. Il y en a 3. Donc, Zakuani, Seltzer et Sakovitz qui place le CF Montréal au 13e rang dans l'Est. Tous les autres placent le CF Montréal dans la position de bon dernier, soit au 14e rang. Et je crois sincèrement que dans les circonstances, on va être obligé de dire que le CF Montréal sera cette saison l'équipe Cendrillon dans l'Est en MLS. Je croyais sincèrement et j'avais affirmé dans le podcast MLS Franco, pas de dimanche dernier, l'autre d'avant, que pour moi, les Revs seraient la surprise dans l'Est. Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, avec les acquisitions, avec la consolidation, le retour de tout le monde en santé, je croyais sincèrement que cette formation-là pourrait surprendre énormément de monde dans l'Est et était pour moi donc l'équipe qui pourrait causer une surprise. Mais si l'ensemble des observateurs au moment où on se parle place le CF Montréal position numéro 13 ou encore numéro 14, je suis obligé de vous confirmer aujourd'hui que le CF Montréal sera sans aucun doute l'équipe surprise dans l'Est, puisque, je vous le dis, là, on est le 5 avril 2021, vous pouvez noter ça, mark my word, Jeff a annoncé que le CF Montréal serait à tout le moins impliqué dans la chaude lutte aux séries en toute fin de saison. Moi, je pense qu'on va réussir à rentrer, pas par la grande porte en étant dans le top 3. Et on pourra pas arriver là avec la vision qu'a le CF Montréal cette saison. Quand l'entraîneur-chef, quand le directeur technique te parle de vive voix et te dit, Jeff, l'objectif cette année, c'est de viser les séries. Tu rentreras pas dans le top 3, c'est sûr. Donc, moi, je pense que on va travailler très, très fort sur cette réalité-là, de faire place aux séries d'après-saison. N'oublions pas une chose, la formation du CF Montréal est une formation qui est très, très jeune, la plus jeune du circuit Garber en 2021, formation qui devra donc apprendre, qui devra se créer une chimie, une synergie, mettre un lien au sein de plein d'effectifs qui, individuellement, sur papier, sont des prospects très intéressants, mais il faudra voir comment Wilfred Nancy est en mesure d'élaborer un projet collectif à partir de cette réalité individuelle-là. Donc, ça va être intéressant, mais chose est certaine, jamais je classerai le CF Montréal 13e ou 14e dans l'Est. Je pense qu'il y a des formations qui sont beaucoup plus mal pris que le CF Montréal présentement. Et je pense à
je vais aller regarder rapidement ce que je vous avais donné comme line-up de classement cette saison, mais je vois clairement dans l'Est rapidement, puis je vais aller chercher le classement pour être sûr de ne pas vous induire en erreur, mais dans l'Est, une équipe comme, par exemple, Cincinnati va avoir beaucoup de troubles. Une équipe comme Chicago aura également beaucoup de difficultés à connaître du succès. Donc, déjà là, on vient de prendre la position 14 et 13. Donc, dans le pire des cas, je pense que Montréal ne descendra pas sous la barre de la 12e place, mais sincèrement, on sait que les 7 premières formations seront des rondes des séries éliminatoires. Moi, je place le CF Montréal entre la 5e et la 9e position. Je pense que c'est somme toute très logique et faudra voir comment tout ça va évoluer finalement au cours de la saison. Clément Diop à DC United et je vous fais valoir mon argumentaire là-dessus. DC United est présentement en train d'envisager la possibilité de mettre la main sur un nouveau gardien de but. Pourquoi? La raison, elle est fort simple. C'est que Bill Hamid s'est blessé à l'entraînement. On sait qu'il va rater de 4 à 6 semaines facilement. Alors, on fondait quand même beaucoup de confiance sur le trio de gardiens. On pensait être capable du côté de DC United cette saison de réussir à faire de quoi de bien. On a Chris Sides qui est là et John Kenpen qui sont les autres gardiens présentement dans la liste des joueurs de DC United, mais clairement, DC United est présentement, et c'est pas une cachette, à la recherche d'un gardien de but pour combler ce troisième poste-là, puisqu'on sait que l'autre gardien, Bill Hamid, sera absent pour une période minimale de 4 à 6 semaines d'activité ratée. Donc, on veut mettre la main sur un autre gardien. Et si je regarde la fenêtre qui se présente et qui s'ouvre pour Olivier Renard, on va mettre la main. CF Montréal va annoncer cette semaine avoir mis la main sur Sébastien Breza en prêt en provenance de Bologne, qui du même coup annoncera donc le prêt de 2 joueurs de sa formation à Valor FC dans la CPL. Et ça va compléter le tableau. Ça va compléter le tableau des prêts pour CF Montréal avec les équipes de la CPL. On sait que les clubs MLS ne peuvent profiter de plus de 5 prêts en CPL. Donc, on aura 5 joueurs qui iront rejoindre les rangs de la CPL. Et c'est très bien. C'est très bien qu'Olivier Renard utilise au maximum cette capacité et ce pouvoir-là qui lui est accordé d'offrir du temps de jeu à ces jeunes joueurs plutôt que de les voir au bout du banc. Donc ça, je suis à l'aise avec ça. Où ce que je comprends pas, la décision globale entre Bologne et le CF de Montréal, c'est l'avenue de Sébastien Breza qui a été acolyte de James Pantemis pendant le court parcours de la formation canadienne U23. Faut comprendre une chose, le duo de gardiens évoluait ensemble avec la sélection nationale U23. On a Clément Diop qui est présentement, et jusqu'à preuve du contraire, le gardien numéro 1 de cette formation-là. On a Jonathan Sirois qui devrait normalement faire partie des 2 joueurs qui seront annoncés étant rendu disponible pour un prêt à Valor FC dans la CPL. Donc, je ne comprends pas le move d'emprunter un gardien de but, puisque Sébastien Breza arrive ici en prêt. Donc, on emprunte un gardien de but pour pouvoir prêter un des nôtres.
Dans les deux cas, on sait que les gardiens ne verront pas ou à peu près pas de terrain. On va avoir du terrain en cas de blessure ou en sélection nationale si jamais, par exemple, Pantemis devait se faire appeler par l'équipe première canadienne. Ce qui m'étonnerait pour l'instant, mais c'est une situation qui pourrait arriver. Donc, il faut l'envisager. Il faut avoir une carte dans ses mains, dans son jeu du côté d'Olivier Renard, si ça devait arriver. Donc, on va avoir Sébastien Breza, qui verra pas beaucoup d'actions à Bologne, qui, au cours de l'été, seront donc presque hors d'activité. Alors, on amène Breza à Montréal dans l'espoir qu'il puisse voir un peu de ballon. Par contre, il va arriver ici, troisième gardien. On sait que Clément Diop ne sera pas le gardien d'avenir de la formation montréalaise. Le 11 montréalais met beaucoup d'espoir en James Pantemis. On le sait, on le sent, on le ressent. Je pense que James Pantemis a fait ses preuves à la fin de la dernière saison, a fait également ses preuves lors de la sélection nationale U23. Donc, ça ferait étrange de tasser James Pantemis. Alors, c'est vraiment pas dans les cartes. Donc, on a Diop, on est pris avec. Souvenez-vous l'histoire à la fin de la dernière saison qui avait fait un peu de remous et on est chanceux parce que la couverture attitrée au CF Montréal ou à l'Impact de Montréal la saison dernière n'est quand même pas aussi intense que peut l'être la presse pour la Ligue nationale ici au Québec. Donc, ça avait resté quand même sous les tapis, mais clairement, Clément Diop n'était pas satisfait de la communication qu'il y avait eu entre lui et la direction du Club de foot Montréal la saison dernière, à la fin de la saison dernière, sur le renouvellement de son contrat. Donc, du côté du CF Montréal, on a fait garde. Il est pas content, mais ça va être comme tout le monde. Il va être appelé le temps venu. On va y faire un offre. Faites-vous-en pas. Donc, je pense que Clément Diop est revenu avec le CF Montréal à défaut d'avoir trouvé mieux. Moi, c'est mon point de vue. Mais là, la fenêtre, elle est belle. Puis je dis pas qu'il y a une intention ou qu'il y avait une intention d'Olivier Renard d'échanger son gardien numéro 1, Clément Diop. Ce que je vous dis, c'est que là, on a une fenêtre qui est ouverte. On a James Pantemis qui est prêt à prendre le lead. On a Sébastien Breza qui arrive ici, qui veut du temps de jeu. On a Jonathan Sirois qui va être en prêt, donc un problème de régler. Et on a DC United qui est à la recherche d'un gardien de but présentement. Moi, ce que je pense, mon idée, à la fin de son contrat, Clément Diop n'aura pas de renouvellement ou d'offre qualificative de la part du CF Montréal pour être de retour avec le 11 montréalais. Ça va faire de lui un joueur entièrement disponible. Ça va faire que l'Impact va se retrouver avec 0 comme dans Ouellet pour un éventuel transfert de Clément Diop s'ils l'attendent jusqu'à la dernière minute et font juste laisser tomber le contrat. Donc là, on a une formation qui est à la recherche d'un gardien de but. Ça tombe bien, on en a un presque trop parce qu'on a 4 gardiens dans l'alignement présentement avec la venue de Sébastien Breza. Donc, est-ce que c'est un move qu'on pourrait faire du côté du CF Montréal? Moi, je pense que la fenêtre, elle est belle. La fenêtre, elle est belle, elle est là. Il faut faire confiance à James Pantemis. Je pense qu'il a démontré, hors de tout doute, qu'il était capable de prendre la pression et de jouer des gros matchs. Donc ça, c'est important. Il sera quand même épaulé d'un Sébastien Breza, Jonathan Sirois qui est là, qui est disponible si le besoin s'en fait sentir. On pourra procéder à un rappel dans ce cas-là. Donc, la fenêtre, elle est là.
elle est ouverte, elle est belle. Encore faut-il savoir si DC United aurait de l'intérêt pour un gardien comme Clément Diop. Jonathan David, autre nouvelle, triste nouvelle dans le cas de Jonathan David, alors que les choses allaient bon train pour son équipe de Lille, qui est dans une course au titre. Voilà que le numéro 9, donc Jonathan David, a été victime d'une blessure sérieuse et sera absent pour plusieurs semaines dans le duel du week-end dernier face au Paris Saint-Germain. David a reçu à la 35e minute de jeu un coup de semelle. Idrissa Gueye, qui y est allé donc d'un coup de semelle, a été victime donc d'une rupture ligamentaire à la cheville droite, sera absent selon plusieurs sources jusqu'à la fin de la saison et du coup donc malheureusement ne sera pas en mesure de s'aligner comme plusieurs le souhaitaient avec la sélection canadienne. Et ça, c'est une vraiment mauvaise nouvelle. Mais au-delà de tout ça, je prends le temps, je l'ai fait sur les réseaux sociaux, mais je veux souhaiter prompt rétablissement à Jonathan David. Espérons que cette blessure-là, parce qu'on a déjà vu des carrières prendre fin avec ce type de blessure malheureuse, mais on va espérer que tout aille pour le mieux dans son cas. 7 changements en MLS cette saison-ci, ça fait partie des questions que je vous posais aujourd'hui sur le réseau Twitter que vous pouvez suivre au podcast BBN. La direction de la MLS qui a décidé d'aller de l'avant avec 2 changements autorisés pour protocole de commotion. Il faut comprendre une chose, en temps normal, donc sans pandémie, on a du côté de la MLS 3 changements autorisés. On a monté ça à 5 la saison dernière, vu la pandémie, la réalité de la pandémie. On a décidé de maintenir ces 5 changements sur 3 phases. Donc, on peut, du côté des entraîneurs-chefs, appeler 3 séquences de changements, appelons comme ça, mais au total 5 joueurs qui peuvent être transigés, plutôt que 3. Donc, en 3 phases, on peut changer 5 joueurs. Voilà que la MLS va de l'avant et en ajoute 2. Pour une raison bien précise, c'est 2 changements qui seront autorisés pour protocole de commotion. Je l'ai dit en ouverture d'émission, je tiens à souligner l'importance, l'intelligence et saluer donc cette mesure-là. Je crois que c'est très responsable dans la réalité d'aujourd'hui. Maintenant qu'on en sait davantage sur les commotions et les risques de blessures reliés aux commotions, les séquelles à long terme également de blessures sur commotion. Donc, d'autoriser des changements sur protocole de commotion est une idée sérieuse et intelligente dans mon cas, qui doit être saluée. Et je pense que la MLSPA, l'Association des joueurs, va recevoir positivement cette annonce-là qui a été faite par la direction de la MLS à cet égard-là. Maintenant, où est-ce que ça part en vrille sur les réseaux sociaux, c'est de savoir, est-ce que ces changements-là, ça va être bon? Est-ce que ça va faker ou ça va être bon si c'est modéré? Ça, c'était la question que je vous pose. À 63%, voyez-vous, vous êtes derrière cette implication-là et cette implantation des 2 changements autorisés pour protocole de commotion. Donc, à 63%, vous croyez que la mesure sera bonne. À 13%, vous croyez que ça va faker.
Et à 24%, c'est bon si c'est modéré. Moi, je vais faire partie de la troisième vague, donc bon si bien modéré. Et j'explique mon choix. Il est très simple, il est très clair. Ce sera facile dans un match serré où notre formation est à bout de jambes, est à bout de souffle. On est venu à terme de nos 5 changements sur les 3 phases de jeu. Donc, tous les changements ont été impliqués. Ça va être facile. Dès qu'il y aura contact, dès qu'il y aura blessure, de dire aux joueurs, demeure au sol, on va demander le changement. Et ça pourrait, tourner la mesure en dérision. Et ça pourrait, dans un autre cas, ralentir le tempo du match. Ça pourrait être négatif pour ce que dégage donc le sport. Déjà que le soccer étant étiqueté comme un sport sans dire de fake-eux, mais souvent, on a cette étiquette-là d'attacher au soccer, que les joueurs sont pas trop solides, qui sont tout le temps blessés, qui font du bon cinéma. Faudra voir comment on va le gérer, mais je pense que si les arbitres sur les lignes de touche, si les arbitres impliqués dans le jeu sont 4 dans un match, mais je pense que si tous ensemble tiennent la ligne durement et qu'ils en refusent de temps en temps en se disant non, là, on n'est pas dans un protocole de commotion, on est dans une situation où on tente d'étirer un match, on est dans une situation où on tente de profiter d'un contact léger pour procéder à un changement. J'espère que la MLS va mettre son pied à terre et dire non, ça fait. C'est sûr qu'il faudra être certain de la décision parce que si un joueur se plaint et veut bénéficier d'un changement pour protocole de commotion, qu'on le refuse et qu'on déclare par après que le joueur est sous le coup d'une commotion, c'est sûr que ça fera mauvaise presse pour le circuit Garber. Donc, faudra être très, très, très concis sur l'application donc de cette nouvelle mesure qui sera là et qui sera présentée. En terminant le podcast de ce soir, je veux qu'on se parle de Montréal-Toronto. Premier match de la saison pour le CF Montréal. Ça sera le 17 avril prochain. Est-ce que le club de foot Montréal peut battre le Toronto FC en ouverture de saison? Vous m'avez répondu oui à 60%, non à 31%. Un match nul à 7%. Donc, la confiance, elle est bonne présentement dans le clan des fans du CF Montréal. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, ma crainte, c'est que TFC sera le premier aspirant, a commencé déjà avec une victoire le week-end dernier contre le Crew de Columbus, à jouer des matchs hors saison. Toronto FC, finaliste, je le rappelle, finaliste canadien, c'est très important, jouera les matchs contre Club Léon en Ligue des champions de la CONCACAF de la Banque Scotia le 7 et le 14 avril prochain. Donc, mercredi là, mercredi l'autre et le samedi, ce sera le duel Montréal-Toronto, le derby, donc le derby canadien qui prendra place pour l'envol officiel de la saison 2021 du CF Montréal. Donc, CF Montréal va jouer 2 matchs hors concours contre, entre autres, les Rudies de Tampa Bay et l'autre club, le nom m'échappe, puis c'est pas si grave que ça, mais on n'aura pas 2 matchs de calibre MLS dans les jambes pour la formation de Wilfred Nancy, alors qu'on a déjà joué du côté du Toronto FC un match MLS. On va en jouer 2 en Ligue des champions de la CONCACAF, je le rappelle, le 7 et le 14. Donc, Toronto va être prêt. Toronto va être prêt en tabarouette et faudra tout faire pour les surprendre. Mais je vais en parler en détail cette semaine avec Arius et je vais en parler dimanche prochain
avec Arius et avec Richard dans le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Je vous rappelle qu'à partir de maintenant, tout le contenu est exclusif à nos membres. Vous avez popé toute la journée. Donc, je vous ai ajouté du contenu toute la journée. On va y aller comme ça. Le contenu ajouté sur le site à partir de maintenant, et ça va été annoncé depuis plusieurs semaines. À partir de maintenant, tout le contenu sera exclusif à nos membres. Alors, enjoy, profitez-en. On produit énormément de contenu. On le produit pour votre bien. On le produit pour votre plaisir. Et on espère réussir à faire de quoi de qualité à la hauteur de vos attentes. Merci d'avoir été là et je vous dis à mercredi pour le podcast version BBN avec Jeff et Arius. Bonne semaine tout le monde.